mathématiques, philanthropiques, je ne sais. Merci Kylian pour avoir en particulier tendu la perche aux deux derniers intervenants. Je pense que ça va se situer entre autres sur ce terrain-là, leurs interventions. Je voudrais revenir simplement pour récapituler un peu à ce stade, la nature de nos échanges. On a bien compris que parler de service, c'est aborder quand même des situations assez différentes, qui vont d'ailleurs d'un service de restauration à un service chez soi, avec tout domestique, avec toutes les transitions. Donc c'est un élément non pas de confusion mais d'enrichissement qui s'ajoute au fait que est-ce qu'on parle des élites ou des classes populaires, est-ce qu'on parle d'un restaurant étoilé ou d'un petit routier, hein. Bon, il y a un service chez le routier, etc. Bon, voilà, vaste question. D'autre part, on voit bien qu'il y a une dialectique de l'espace et du temps, pour parler pompeusement, mais c'est ça. C'est-à-dire que le service, c'est à la fois une disposition spatiale, y compris un mobilier, des ustensiles, etc., des corps qui sont là ou qui ne sont pas là, et puis c'est un déroulement d'un temps A à un temps B. Bon. Alors, je termine simplement sur la théâtralisation, parce que je suppose que Nicolas et Théophile pourront intervenir aussi là-dessus. Évidemment, je pense que depuis le début, il y a du théâtre là-dedans. On peut penser que chez les pharaons, il y avait déjà un théâtre de la mise en scène de la prise alimentaire du pharaon. Bon, passons. Mais le théâtre change, évidemment. Entre l'époque de Lully et celle de Samuel Beckett, on peut dire que voilà, la théâtralisation peut être quand même assez différente. Et je suis sensible au fait que ce que vient de dire Kylian, alors je ne sais pas si Nicolas ou Théophile seraient d'accord là-dessus, ça me paraît très post-moderne. Hein, parce que dire qu'on a moins de formalisme dans la posture et qu'on peut accepter une théâtralisation, mais alors là, au second degré du style, je fais du théâtre, j'en suis conscient, et non pas le théâtre d'avant qui consiste à dire, bah, je suis comme on est, dans la perspective un peu respectueuse de la bonne société. Bon, c'est un théâtre si on veut, mais toute la société était peut-être théâtrale sur ce plan-là. Et aujourd'hui, on a quelque chose d'un petit peu postmoderne, me semble-t-il, enfin, dans certains choix, en tous les cas, particulièrement branchés. Mais bien sûr, et tout est devenu individuel. Hein. Tout est devenu individuel. À l'époque des pharaons ou plutôt médiévale, on voyait bien sur les représentations médiévales qu'elle était par brigade. Hein. Il y avait un défilé de serveurs. Aujourd'hui, la théâtralisation, elle est par un homme. Nicolas. Alors, mesdames, messieurs, moi je suis un chroniqueur de gastronomie, c'est-à-dire que je vais au restaurant tous les jours depuis 35 ans, 38 ans, et que j'ai observé. Donc, c'est pas un problème, hein, c'est du plaisir. Hein. Si on n'a pas de plaisir, c'est pas la peine d'entrer. Hein. D'abord, c'est une solution, oui. Et d'autre part, le restaurant procure du plaisir. Hein. Et c'est l'art de manger. Hein. Donc, je me suis intéressé à ce qui se passait dans la grande restauration française, étoilée, depuis 1930, puisque 1930, c'est les premiers 3 étoiles français, donc la Tour d'Argent et Fernand Point. Et je me suis intéressé à surtout qui est-ce qui vient dans ces restaurants, quel est le cérémonial, quel est le rituel, comment ça se passe si vous allez chez Maxime, chez Laurent, un restaurant très contemporain, chez Bocuse et chez La Serre. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce restaurant? Quel est le cérémonial? Quel est, comme dit ce mot, théâtre? Qu'est-ce qui se passe dans la cérémonie du repas, du déjeuner et du dîner? La première chose qu'il faut voir, c'est que les grands restaurants étoilés, hein, en France, il y a 26 3 étoiles. Hein. Dans les années 30, il y en avait 5 ou 6, mais maintenant, il y a 26 3 étoiles, c'est-à-dire la plus grande restauration française, là où il y a une sorte de merveilleux dans l'assiette, dans le décor, dans l'ambiance et dans la clientèle. Un restaurant, c'est une clientèle. Maria Callas et Onassis, ils vont chez Maxime. Donc, André Malraux, plus grand client de la grande restauration française de la deuxième partie du XXe siècle, Malraux, il va au restaurant tous les jours. Il va chez La Serre, il va chez Lucas Carton, il va au Grand Véfour, et il est soit avec Louise de Villemorin, soit avec son chef de cabinet, soit très souvent seul. Et René Lasserre, donc un orphelin de Bayonne, monté à Paris à l'âge de 15 ans, commis, devenu propriétaire du restaurant Lasserre, avenue des Franklin Roosevelt, qui a eu 3 étoiles dans les années 60, accueille Malraux. Il n'est pas question que quelqu'un dans la salle, les 15 ou 20 mètres d'hôtel
en queue de pie, accueille le ministre de la Culture. C'est le propriétaire qui l'accueille. De même que chez Maxime, quand Maria Callas entre le soir après l'opéra, c'est Roger Viard, qui est le directeur du restaurant, le représentant des propriétaires, monsieur et madame Vaudable, il est membre du conseil, Roger Viard. Et c'est lui qui accueille. Il n'est pas question que le premier ou le deuxième maître d'hôtel fasse les présentations de la salle ou conduise de grands personnages historiques chez Taïwan. Gorbatchev vient dîner chez Taïwan, vous voyez, avec 15 personnes au restaurant du premier étage. Donc là, c'est une nécessité absolue que M. Vrina, propriétaire, s'occupe de lui. Qu'est-ce qu'il fait, M. Vrina? Il accueille, il conduit, il amène à la table et il parle du menu. Qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous désirez? Et donc, on lui tend le menu, qui n'est pas en russe, mais qui est en français, et M. Vrina traduit, ou fait traduire par une traductrice qui l'a fait venir. Et donc, il s'occupe du service. Il sert et il représente la maison. Il fait la préparation, il donne les plats principaux, les plats de saison, hein, les canards au sang, chez la Tour d'Argent, et chez Taïwan, des plats aux truffes, et il fait l'accord des mets et des vins. Donc là, il enseigne à Gorbatchev qu'on commence par du champagne. C'est ça qu'il fait. J'étais là. Vous voyez, on acceptait quelques journalistes pour regarder ce qui se passait. C'est extrêmement rare d'assister à un repas d'un chef d'État. D'abord, c'est interdit, les journalistes ne peuvent pas venir. Mais là, moi, je m'occupais pas mal de Taïwan, j'habitais en face, et puis j'avais une grande sympathie pour M. Vrina et son père. Et donc, j'ai pu assister au dialogue entre Gorbatchev et Jean-Claude Vrina. Donc, dans la grande restauration, la personnalisation du service est indispensable. Elle existe partout, dans tous les grands restaurants, dans les 10 étoilés à Paris, et même quelquefois dans certains qui ne le sont pas. Guy Savoie, qui est un cuisinier, il se déplace, avant qu'il ait 3 étoiles, maintenant il a 3 étoiles à l'hôtel de la Monnaie. Je vous recommande d'aller à ce magnifique hôtel particulier, qui était là où on imprimait les monnaies. Donc Guy Savoie, il voit absolument tout le monde. Il fait l'aller-retour entre la salle et la cuisine. Il fait ce mouvement d'alternance. Il se préoccupe de savoir si les gens sont heureux. Il n'intervient pas dans la conversation. Ça, c'est un point extrêmement important. Et si Jacques Chirac est là à l'époque où il allait très souvent chez Taïwan avec quelqu'un, on ne l'interrompt jamais, évidemment. Et surtout, on ne lui dit pas qu'il va avoir sa sole, que la sole est prête, on lui montre. Hein. On n'interrompt pas. On fait un service extrêmement délié, voyez, d'une grande politesse. Ça, la politesse à la française. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous les restaurants de classe internationale et les grands étoilés, Maxime a été, pendant plus d'un demi-siècle, plus grand restaurant du monde. Hein, plus grand restaurant du monde. Chez Maxime, le soir, il y a 150 couverts, très souvent, très tard, puisqu'on sert après l'opéra. Comme je vous disais, Mme Maria Callas, quand elle chante, elle vient après avec Onassis. Donc, on sert à minuit, jusqu'à 3 h du matin, et à 2 h 30, on danse. Vous voyez, cette époque est complètement révolue. D'abord parce que Maxime vivote très mal, hein, parce que Pierre Cardin a fermé le restaurant au déjeuner. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Moi, je peux très bien l'imaginer, parce que j'ai été quelquefois avec monsieur et madame Vaudable pour enquêter. Hein, et donc là, vous avez tout Paris, de Pierre Lazareff à Carmen Tessier, à Henri Troyat. Le déjeuner, c'est Maxime. C'était le plus grand déjeuner qu'on peut imaginer en Europe du point de vue de la clientèle. Encore une fois, un restaurant, c'est une clientèle. Qui vient chez vous? Donc, hélas, maintenant, Cardin n'a pas continué dans cette voie-là, puisque le déjeuner est fermé et que le soir, il y a un spectacle, parce que chez Maxime, il y a une scène, il y a un spectacle de fédo, des choses comme ça. Et puis, surtout, il y a des tables de dentistes guatémaltèques, vous voyez, qui occupent la salle, avec 2 ou 3 tables de types qui se demandent un peu ce qu'ils font là, vous voyez. Donc, c'est assez triste pour moi, qui était un défenseur de la grande restauration française, ce qui a fait honneur à notre pays et qui le fait encore. Quelqu'un a demandé à Laurent Fabius tout ce qu'il fait pour les restaurants, de voir que, d'abord, c'est fermé au déjeuner, complètement délirant, vous voyez. Donc, beaucoup de grands restaurateurs ont récupéré cette clientèle. Hein, j'ai indiqué Guy Savoie, j'ai indiqué René Lasserre jusqu'à sa mort. Maintenant, c'est un peu moins bien, parce que quand le propriétaire meurt, le passage est très difficile. Ça a été le cas pour Lucas Carton. Lucas Carton a les plus grands restaurants de France.
hein, qui a eu 3 étoiles pendant très longtemps, qui maintenant n'en a plus, parce que M. Sindrin est parti, que le propriétaire a changé, que le restaurant, c'est des hommes. Qui fait le restaurant? Qui est le patron? Qui est l'âme du restaurant? Vous voyez, M. Lasserre, il voit absolument tout le monde. Hein. Les Japonais, il a une petite note en anglais, parce qu'il ne parle pas anglais, et il parle à toutes les tables. Il demande comment ça va, si ça le plaît, et il fait envoyer un plat de plus. La générosité dans la grande restauration est capitale. Vous voyez, capitale. Si vous avez la soupe aux truffes chez Guy Savoie, les gens ont mangé la soupe aux truffes, Guy Savoie en fait donner une seconde. Vous voyez, ça, ce geste-là est probablement inoubliable du point de vue des clients, du point de vue des gens qui sont là et qui voient qu'on les honore de ce point de vue-là, et quand même on donne le champagne, on donne un verre de champagne de plus. Donc on manifeste que la France est le pays de la civilisation de la table. Je vous donne un autre exemple extrêmement intéressant. Moi, je vais souvent sur la Côte d'Azur, parce que ma mère était niçoise, donc je vais l'été là-bas. Et sur la Côte d'Azur, à Monaco, il y a un très grand cuisinier qui s'appelle Alain Ducasse, qui a rénové complètement l'hôtel de Paris et qui a d'ailleurs fait donner 3 étoiles au restaurant, ce qui était le premier restaurant de l'histoire dans un hôtel qui a 3 étoiles, Alain Ducasse à Monaco. Et Alain Ducasse, donc en 87, maintenant le restaurant a 25 ans de 3 étoiles, donc il ne fait plus la cuisine, mais il y a des gens qui la font pour lui. Mais surtout, il y a une clientèle russe. La principauté et la Côte d'Azur a été enrichie d'une façon considérable par les milliardaires russes. Tous ne sont pas de la mafia, il ne faut pas penser ça, hein, c'est des gens qui ont des activités plus ou moins normales. Mais l'hôtel de Paris, où j'ai eu la chance d'aller, puisque quand vous occupez de gastronomie, vous occupez des grands cuisiniers, hein, c'est comme ça que ça commence. Hein, la grande cuisine, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Et donc, les Russes, au Louis XV, faisaient des tables de 6 ou 8 couverts. Et alors là, ils voulaient tous les plats sur la table en même temps. Donc, ils avaient commandé de l'agneau, du porc, des sols, ils voulaient tout ça sur la table. Les maîtres d'hôtel avaient une grande difficulté à leur dire non, non, on va commencer par le foie gras, après vous aurez le poisson, le bar de la Méditerranée ou le bar les gambéronis, les grosses crevettes de Gênes. Et après, vous aurez, les maîtres d'hôtel expliquaient ça. De même, pour le vin, on ne commence pas par le Coca-Cola. Vous voyez, on commence par le champagne. Donc, ils avaient beaucoup de mal, ils ont eu beaucoup de mal pendant des années à inculquer aux gens des rites français. Et ce qui s'est passé en 10 ou 15 ans, c'est que les femmes russes observaient les femmes françaises. Ce très grand restaurant, extrêmement beau du point de vue esthétique, du point de vue du décor, etc. Et elles voyaient comment faisaient les Françaises. Donc on leur disait, ils disaient à leur mari, non, le coca c'est plus tard et le cognac c'est pas maintenant, c'est après. Donc avec le sommelier, les grands sommeliers qui étaient là-bas, Noël Bajor, un très grand sommelier, il avait avec une grande douceur à dire aux Russes, non, on commence par le champagne, vous terminerez par le cognac. Et il enlevait la bouteille de cognac qu'ils avaient demandé. Vous voyez, et donc là on observait une sorte d'éducation par le personnel. Extraordinaire. Vous voyez. Donc ça, je pense, ce phénomène, maintenant ils savent à peu près manger, avec le temps ils se sont habitués, et puis comme il y a du jeu, hein, on joue au casino, donc ils voient bien un peu comment ça se passe, et surtout, il y a beaucoup de ces Russes qui ont été à Harvard, vous voyez, donc ils ont appris les manières de table, vous voyez. Donc tout ça pour vous dire que la grande restauration est un lieu d'éducation, un lieu de plaisir, et comme le dit Guy Savoie, le dernier lieu de la civilisation, vous voyez. Ça, c'est très évocateur. C'est-à-dire, c'est un lieu, la grande restauration, où il y a de la politesse, des égards, de la gentillesse, de l'écoute des autres, de la gourmandise, du plaisir et de l'évocation de qui on est et pourquoi on est là. Donc, c'est beaucoup plus que de manger des sols au beurre blanc ou de l'agneau de pré-salé. C'est la manière de civilisation à la française qui passe par la parole, l'écoute des autres. Je vais vous donner encore 2 ou 3 exemples. De personnages. Un ou 2 seulement. Non, ça va? Oui, peut-être pas 2 ou 3, mais 1 ou 2. Hein? Bon. Alors, si vous voulez, pour vous montrer que dans la grande restauration, le propriétaire est là. Le plus grand exemple, c'est Claude Terrail, la Tour d'Argent. C'est une petite dizaine d'années. Claude Terrail, quand l'empereur Hirohito vient, ou la future reine d'Angleterre, vous voyez, donc ce n'est pas les premiers maîtres d'hôtel qui sont là. Hein, c'est lui. C'est lui. Et d'abord, le personnel est extrêmement flatté parce qu'on leur a dit, le propriétaire, The Owner, va vous accueillir. Donc, Terrail a fait le restaurant. Il a fait le restaurant, il accueillait aussi bien Johnny Hallyday que les princes
russe, hein, que la plus belle clientèle qui soit. Charlie Chaplin, à qui voulez-vous que Charlie Chaplin s'adresse, voyez? Donc, cette personnalisation, elle est capitale dans la grande restauration. Elle existe toujours. Dernier exemple, le restaurant Laurent au bas des Champs-Élysées est la table où il y a le plus de grands patrons. C'est la table du CAC 40, si vous voulez. Je disais souvent, l'autre jour, d'ailleurs, dans ce restaurant, que s'il y avait un incendie criminel ou pas, la moitié du capitalisme français passerait de vie à trépas, n'est-ce pas? Donc, pour accueillir le président de la Banque de France ou le secrétaire général de l'Élysée, il faut, non pas le propriétaire qui n'est pas là, mais un directeur, qui s'appelle M. Bourguignon, qui connaît tout le monde. Non seulement il connaît les gens, il connaît leur manie à table, leur manière de bouche, et surtout les gens à côté de qui il ne faut pas le mettre. Vous voyez, il ne faut pas placer le secrétaire général de l'Élysée à côté du représentant de M. Chirac ou de la droite française. Donc on ne les met pas ensemble. Donc tout ce principe, ce cérémonial, il est extrêmement en vigueur dans toutes les grandes restaurants, dans toutes les grandes tables françaises, et essentiellement de Paris. En province, c'est autre chose. Merci Nicolas, et merci pour votre flamme intacte. Alors je ne sais pas si Théophile Pouria se reconnaît dans ces descriptions. Est-ce que Hirohito est venu chez Septime? Je ne crois pas. Alors, ça aurait été techniquement impossible. Non, en effet, non, ouais, on est. Mais on peut dire quand même en deux mots que Septime, j'exagère peut-être légèrement pour la théâtralisation de la table ronde, mais enfin, ça a quand même représenté une petite date, à la fois comme un style, d'ailleurs de salle, comme style d'accueil et de service, on en parlera, et puis avec cette question importante qui est un glissement insensible. On peut dire que ça n'est le service qu'au second degré, mais on voit bien, j'espère, le lien dans la salle. Septime est un de ces lieux où on a testé, peut-être pas inventé, mais testé ce que j'appellerais le menu à l'aveugle, en tous les cas le fait que la prise du pouvoir, traduisons tout de suite, par le cuisinier est théoriquement absolue, puisque, comme vous le savez, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller chez Septime, ou si vous vous renseignez pour savoir si vous n'irez pas chez Septime, et maintenant dans d'autres, bien sûr, vous vous trouvez dans un restaurant où, au fond, il y a à la fois menu imposé, on peut le dire, sous réserve des allergies, voilà, mais quand même, et d'autre part, d'une certaine façon, inconnu au départ du convive, ce qui ajoute d'ailleurs la théâtralisation. Je ne veux pas trop anticiper sur ce que vous allez dire, justement. Non, c'est vrai, non, nous, alors, il y a aujourd'hui un décalage avec ce dont parlait M. de Raboty, c'est qu'on ouvre le restaurant en 2011, donc avec Bertrand Grébeau qui est en cuisine et moi je suis en service, en salle et à la sélection des vins, ce qui nous permet de scinder vraiment le restaurant en deux et d'avoir vraiment une responsabilité partagée sur les deux côtés. On ouvre en 2011 avec, alors c'est vous les historiens, mais on ouvre avec le bagage de la bistronomie, donc des années 2000 avec Yves Cambord qui ouvre la Régalade, qui est vraiment celui qui a ouvert les portes de quelque chose qui est encore actuel aujourd'hui. Avec les influences nordiques aussi, danoises, suédoises et compagnie, Noma, tous ces restaurants-là, beaucoup plus modernes. Mais c'est vrai que nous, on arrive en 2011, ces restaurants existent déjà. Donc on a la volonté à Paris de désacraliser un petit peu tout ça, en fait, de dépoussiérer un peu toutes ces adresses, même si on les respecte beaucoup. Les Lasserre, Laurent, Tour d'Argent, Taïwan, nous on se place pas. On fait le même métier et en même temps il est très différent. Donc on essaye de moderniser un petit peu tout ça, d'avoir un cadre complètement dépouillé. Il n'y a pas de nappe chez nous, les tables sont en bois, les clients se mettent des échardes sous les ongles. Les serveurs sont en basket comme moi aujourd'hui. Enfin, tout ça n'est pas du tout travaillé et marketing, mais c'est juste on avait envie d'ouvrir quelque chose qui nous ressemblait plus, qui était plus dans l'époque. On avait une trentaine d'années à l'époque et on voulait quelque chose où nos copains pouvaient venir, donc qui était plus abordable, qui était plus accessible, plus détendu, tout en gardant la qualité des produits et ce que Bertrand était déjà capable de faire dans l'assiette, qui avait été récompensé auparavant à l'Agapé par une étoile au Michelin. Qu'on a regagné depuis chez Septime. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Septime aujourd'hui représente, sans aucune prétention, c'était vraiment le premier, oui, à avoir un menu à 60 €, 55 €, prendre une étoile Michelin avec pas de nappe et quelque chose de complètement détendu et d'hyper authentique et moins théâtral peut-être. On en parlait tout à l'heure.
Ou d'un autre théâtre, ouais. Nous, nos références, alors après, vraiment, on s'apparente plus à quelque chose non, je vais le garder parce que je me suis couché tard quand même hier et j'ai du mal à me relire. On a privilégié, enfin, nous, on s'attache plus à quelque chose d'artisanal peut-être que de théâtral aujourd'hui. Et ce qui, moi, me manque dans le service d'aujourd'hui, ça va être, on appelle ça les écuyers, ceux qui découpaient les volailles en salle, voilà, les fins de cuisson en salle, tout ça, mais bon, on en reparlera tout à l'heure, mais ça va revenir, c'est évident. Donc c'est ça qu'on a perdu vraiment en salle, mais on a du mal à gagner en théâtralité ce qu'il y avait à l'époque de tous les restaurants dont parlait M. de Rabaudy tout à l'heure. Donc nous, de manière très concrète, ce qu'on propose chez Septime, c'est effectivement ce qu'on appelle la carte blanche, qui est un menu dégustation en 6-7 étapes. Vous vous asseyez, on s'occupe de vous de A à Z. Les gens nous font confiance. On est dans une niche, on est complet, on est donc dans l'est de Paris, rue de Charonne, dont on entend tristement parler ces derniers jours. Mais dans un quartier très vivant, qui marche très fort, le restaurant est super complet, et on a la chance d'avoir des gens hyper réceptifs en face, et donc de pouvoir leur proposer tout et n'importe quoi, enfin, à condition que ce soit bon, etc. Mais on peut tout faire, quoi. C'est vraiment, on a de la chance, quoi. Donc le menu dégustation, c'est 6-7 étapes qui se décomposent généralement en 2 entrées, donc souvent un poisson mariné, une première entrée froide, une deuxième entrée chaude, toujours avec des sauces ou des légumes rôtis, essentiellement légumières, une troisième entrée qui est souvent un bouillon ou une soupe. Il peut y avoir un œuf mollet dedans, mais c'est toujours quelque chose de très digeste. Ensuite, poisson-viande, et on termine par les desserts. Donc, il y a toujours ce squelette de 6-7 étapes où on essaye de s'adapter aux gens. C'est-à-dire que plus que d'imposer un menu, parce qu'on parle souvent de menu imposé, plus que d'imposer un menu, on essaye d'arriver à amener du sur-mesure pour les clients. Et ça, c'est essentiel, et vous aviez raison tout à l'heure de le dire, le sur-mesure, c'est ce qui fait tout. Je crois que Olivier Rollinger en a parlé également hier. C'est en gros, je m'explique. Pour avoir les prix qu'on pratique, on est obligé de faire ce truc-là du menu unique. On ne pourrait pas proposer les produits qu'on propose, la pêche d'hier, enfin, parce qu'on est à Paris, donc on est à la pêche du matin, mais la pêche la plus fraîche possible, les produits les plus frais possibles. On est obligé de rogner sur les coûts, et donc on a la difficulté de proposer une carte. On aimerait bien, moi quand je vais au restaurant, j'adore choisir, hein, plutôt enfin, c'est très rare, ou alors dans les très grands restaurants, j'aime bien me laisser porter, mais sinon j'aime bien choisir. Ici, on essaye vraiment de s'adapter aux interdits de chacun, aux allergies de chacun, aux envies. On essaye de cibler au plus près qui on a en face, est-ce qu'ils sont du métier, parce que c'est eux les vrais VIP chez nous quand même, hein, c'est les gens du métier. Mais les gens du métier, pas forcément les grands chefs, hein, ça peut être les stagiaires chez Passard, ça peut être n'importe qui. On essaie de cibler qui on a en face. C'est les amateurs de vin, ils viennent de tel pays, ils ont réservé il y a hyper longtemps, c'est leur première fois, l'attente est donc énorme. Il y a toujours un dialogue qui est très différent et qui doit s'adapter à la personne qu'on a en face, même si évidemment le menu est prédéfini avant et qu'on essaye un petit peu de s'adapter. J'avance sur les annonces dans le menu, à table. Au service, on est tous habillés pareil, tablier bleu, chemise blanche, mais après détendu. Les annonces sont hyper simples, les annonces des plats. On annonce tout ce qui se passe sur table, mais toujours de manière très simple, 3-4 ingrédients dans l'assiette, pas plus. Pour être le plus lisible possible, en fait. C'est vraiment pour avoir une lisibilité et une transparence exemplaire. La cuisine est ouverte, on n'a absolument rien à cacher. Les 3 ou 4 éléments qu'on annonce dans l'assiette, en revanche, ça demande d'être super calé sur toutes les questions qu'on serait à même de nous poser. Donc avant chaque début de service, c'est un briefing détaillé de chaque plat, de tout le menu, de qu'est-ce qu'on peut mettre comme vin pour accompagner, de qui vient ce soir, voilà, les briefings sont très importants. Tout ça pour dire qu'en fait,
pour faire du cool, pour faire parce qu'on fait du cool, parce qu'on fait un truc détendu, parce que c'est là qu'on se sent bien et que c'est ce qu'on a envie de donner à nos clients pour faire du cool et pour casser les codes et pour s'affranchir, ouais, les codes, c'est autant, voire plus de boulot que sur un restaurant gastronomique. Donc, ça, c'est hyper important de le dire. Quand j'ai des nouveaux qui arrivent, c'est une masse d'informations énorme qu'on leur donne. Ils sont submergés. Donc voilà, toujours ça avec l'idée de servir bon, parce que c'est quand même le principal. Après, on a fait 98% du boulot, c'est servir bon, chaud, dans un timing réglé, au millimètre. Le rythme, c'est très important. Et toujours en étant à l'écoute avec le sourire. Donc je crois que quand on a fait ça, on a fait 100%. Merci pour la clarté de la démonstration. Ou là, en tant qu'historien, je ne sais pas ce qu'en pense Bruno, auquel je vais donner la parole pour une ou 2 minutes, pas plus. Mais c'est que j'entends quand même une part de continuité, parce que évidemment, avec des valeurs différentes, une société différente, on imagine bien que la société qui allait chez Lasserre n'est peut-être pas celle qui se retrouve chez Septime aujourd'hui, etc. Il y a quand même des points communs. Par exemple, le fait que pour arriver à, alors, la décontraction sans doute, mais aussi l'attention aux convives, ça suppose une énorme préparation au millimètre, mais qui ne doit pas trop le montrer. Et je pense que dans la restauration des générations d'avant, c'était un peu ça aussi. Ne pas trop montrer qu'en fait, on est là théoriquement pour servir le... Mais le fait de... C'est pour ça que sur la théâtralité, moi j'ai aujourd'hui chez Septime, ce qu'on fait, et je dis pas que c'est la bonne chose, c'est ce qu'on a envie de faire nous là-bas. La théâtralité est un petit peu mise de côté, même s'il y a une chorégraphie, même si on travaille sur le rythme, même si évidemment il y a cette espèce de ballet qu'on essaye toujours de rechercher et d'avoir le plus parfait possible au millimètre. On essaye constamment de gommer le superflu, quoi, de gommer le geste, pour reprendre les formules d'Alain Passard en cuisine, mais d'aller à l'essentiel, quoi, vraiment mais ça demande une grande concentration et puis surtout vraiment observer, quoi, s'agenouiller, regarder les gens dans les yeux. Enfin, c'est vraiment du sur-mesure, quoi. Il y a un truc qui est pas du tout prémédité, mais où il faut s'adapter. Et c'est là l'enjeu, en tout cas nous de notre restaurant, tous les gens qui passent depuis 5 ans chez nous dans le personnel de salle, c'est ça, ou les stagiaires, les apprentis, c'est ça qu'on essaye de leur montrer, quoi. Le truc qu'on peut pas apprendre en cours, quoi. Le truc, la magie c'est ça, ouais, le moment du service et d'arriver à être dans le sur-mesure, encore une fois. Regardez les gens dans les yeux. Bon, je pense que vous aurez envie de poser pas mal de questions. Alors, même si nous avons commencé avec un peu de retard par rapport à 9h30, il ne nous reste plus qu'1 ou 2 minutes avant de donner la parole à la salle. Mais comme le plus frustré, c'est celui qui a parlé en premier, Bruno, peut-être qu'il a quand même, après avoir entendu tout ça, envie de modifier peut-être certaines informations, de les enrichir. Pas du tout, non. Je trouve effectivement qu'il y a des éléments de continuité, comme tu le disais, ou de ressemblance, on va dire. Là, dans la structure du repas fondamental, on retrouve les différentes étapes, entrée, potage, rôti, bon, alors avec des contenus très, très différents, entremets, desserts. Bon, il manque les derniers éléments qui au Moyen-Âge étaient l'issue et le boutehors, donc bon, peut-être vous ferez ça. Donc le boutehors, notamment donc avec des épices de chambre. Donc comprenez ça. En fait, loin de la salle du repas. Je confirme que le flambage anglais en Angleterre existe depuis longtemps. Et en fait, depuis le Moyen Âge, hein, au XVe siècle, on a des plats qui sont flambés à l'eau ardente, non à l'époque de l'eau de vie. Donc voilà. Et puis déjà le flambage présent dans des, pas formules de restauration, mais tout de moins quelque chose qui s'adapte au XVIIe siècle. Voilà, ben là, c'est Charles Dickens, c'est pas un historien. Donc là, ça remonte au XVe siècle, au bas mot. Hein. Et on a effectivement, là, j'étais sensible aussi au fait que vous parliez des écuyers tranchants, hein, donc dont les techniques sont extrêmement remarquables. On saurait plus le faire. Hein. Dans les traités, il y a des traités techniques dès le XVe siècle hein, sur effectivement les écuyers tranchants. Et il y a un type de découpe d'écuyers tranchants qui est très spectaculaire, c'est la découpe en suspension. Donc, effectivement, on tient
la volaille d'une fourchette en hauteur et on la découpe, voilà. Mais bon, avec un art particulier, peut-être ça peut revenir, je ne sais pas. Moi, je suis sûr. Le trancheur est le plus payé et le mieux payé. Hein. Le trancheur, dans un restaurant, d'abord qui tranche le saumon fumé, hein, qui tranche à la voiture. Au Fouquet, sont tranchés encore à la voiture. Maintenant, le problème de la tranche, de la voiture de tranche, c'est que les viandes sèchent. Donc, si on arrive à 12h15, c'est parfait, mais à 1h15, c'est autre chose. Donc, ou il faut remplacer la viande, ou alors c'est une autre, où il faut, même si en l'arrosant, elle est sèche. Hein. Donc, c'est tout le problème. Ça, c'est une rareté absolue. Hein. Le seul grand restaurant où il y a encore la cérémonie du canard, il y a 2 restaurants. Chez Michel Rostand, canard au sang avec la presse, et à la Tour d'Argent, où il y a le canardier qui est dans sa hotte, dans son théâtre, un vrai théâtre. Là, le canardier, donc il presse, hein, il recueille le jus, il recueille le sang et il fait la sauce au moment. Voilà, ça fait un grand spectacle. Oui, juste un point, un mot simplement. juste un mot, dire pourquoi les l'écuyer tranchant c'est important pour le Moyen-Âge. Excusez-moi, je reviens. C'est parce que comme on mange avec les doigts, il est important que les mets soient coupés effectivement finement. Et donc là, le travail se fait en temps réel, du coup, il n'est pas préparé à l'avance, il est immédiat. Donc, on va donner la parole à la salle, mais je trouvais que l'exemple de l'écuyer tranchant comme du flambage était très significatif de ce que une partie des questions. Je comprends pas. C'est-à-dire que si ça me va pas ce qu'il y a dans mon assiette, vous me la refaites, vous me proposez d'autres solutions? Alors, oui, en fait. Juste. Non, bon, mais... on passe à la question suivante. Non, mais c'est oui, à la différence de restaurants, concrètement, là, on va pas parler d'argent, mais à la différence de 3 étoiles où le couvert il est à 350 ou 450 €, nous, quand on vend le menu 65 €, on se garde une petite réserve pour dire à un moment, bon, là, on a fait notre job et c'est bien, et la viande elle est bien cuite, et bon, là, on a quand même quelqu'un de très compliqué en face, mais le but du jeu, le but de la manœuvre, quand même en salle, c'est que les gens partent contents, quoi. Donc le meilleur, la plus grande gratification, enfin une des plus grandes gratifications en salle, c'est quand on a quelqu'un de compliqué, qu'on arrive à retourner et qui repart avec le sourire et qui revient. Ça, c'est quand même essentiel. Donc ça arrive tout le temps. On ne peut pas imposer, alors je ne devrais pas prendre ce terme parce que je l'ai tout à l'heure dit qu'il faut imposer un menu ou imposer un menu journalier ou hebdomadaire et estimer que ça doit plaire à tout le monde. Donc oui, quand on a du pigeon en viande, on a forcément des volailles de cuite pour les gens qui ne mangent pas de viande rouge ou pour les gens qui ne sont pas trop amateurs de ça. Quand on fait un tartare de chevreuil en première entrée, oui, on a un échappatoire pour les gens un peu choqués ou que ça va pas. Le but n'est pas de proposer quelque chose et de dire c'est ça ou c'est rien, quoi, en gros. Mais ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Enfin, nous tout le monde ne le fait pas d'ailleurs sur les menus uniques. Mais pour nous, on s'oblige à le faire systématiquement. Alors, je vous vois venir, je me rappellerai de vous, mais si vous venez. Mais en effet, on le fait systématiquement. Si quelqu'un ne touche pas son assiette, c'est encore une fois, tout le monde est vigilant. On est 6 en salle, tout le monde est vigilant. Là, regarde, ça ne mange pas ici, madame ou monsieur, c'est compliqué. On y va, boum, on enlève et on prépare quelque chose d'autre. Ouais, systématiquement, on le fait. Bien, donc il y a le principe et puis les amodiations du principe, comme dans la vie, quoi. Hein, mais ouais, dans la vie privée, par exemple. Non, mais il est vrai que le maître d'hôtel, dans n'importe quel restaurant, le questionnement, c'est quelles sont vos allergies, hein, et d'abord le gluten.
D'abord le sucre aussi. Maintenant, ça veut dire le sel. Parce que chez Ducasse, il n'y a ni sucre, ni sel, ni gras. C'est ce qu'il dit. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a ceux qui sont allergiques à l'alimentation aussi, d'ailleurs, tout simplement. Les préoccupations de santé sont une extraordinaire innovation de la restauration moderne, quel que soit le type de restaurant, sauf McDo. Mais la clé, c'est l'individualisme, quand même. Alors, une autre question. Oui, bonjour. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce que vous avez dit et le contraste entre Nicolas de Rabaudy, la serre Taïwan et la Tour d'Argent et Théo qui nous parle de Septime. On a là deux univers différents qui se complètent, mais très différents. Je pense que pour connaître un petit peu Septime, parce que vous avez beaucoup parlé de la théâtralité, moi je parlerais plus de un peu la naturalité, alors que Ducasse c'est un peu cornaqué, mais c'est avant tout être naturel chez Septime et le service. Et c'est aussi un peu McDo, c'est venez comme vous êtes en fait. Il y a cette double acceptation où les codes ont été rompus et où il n'y a pas l'intimidation de la Tour d'Argent par exemple, qui est le restaurant qui intimide par excellence. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais d'abord poser une question, c'est juste comment aujourd'hui le fait d'avoir des menus à 8, 10 ou 15 services et le pairing avec le vin, c'est-à-dire les accords mets vins, c'est-à-dire l'intervention régulière du sommelier, comment aujourd'hui ça a modifié le service? Comment avant, quand il y avait majoritairement un service à 3 rythmes, entrée, plat, dessert, comment aujourd'hui, et quand vous avez 20 propositions, le service s'est amélioré, optimisé, différencié dans cette nouvelle offre? C'est peut-être une question d'abord pour Théophile, mais pour d'autres. Mais entre autres, la question des accords. Je ne sais pas si Patrick Rambourg aurait des choses à dire sur la construction de cette sorte de théâtralité, les accords mets vins. C'est construit parce que, bon, c'est supposé être d'ailleurs typiquement français comme question. Oui. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas abordé cette notion d'accord mets vins, mais sur l'échelle de l'histoire, c'est extrêmement récent. Parce que tant qu'on a utilisé le service à la française, il était extrêmement difficile de faire un accord mets vins dès lors qu'on avait une dizaine de plats sur la table. Ça n'empêchait pas en même temps qu'il y avait déjà une sorte de hiérarchie du goût des vins. On voit très bien ça au XVIIe siècle, et notamment dans l'ouvrage d'Elessert, où il nous donne une description de la hiérarchie des vins, par quel vin on pourrait commencer le repas et par quel vin on pourrait terminer le repas. Mais à aucun moment, il nous dit qu'il faut boire ce vin avec tel mets. Donc ça, on voit bien que cette évolution d'accord mets vins, elle se construit assez récemment et très progressivement. Et j'aurais tendance à dire que c'est vraiment dans la seconde partie du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle. Alors là, c'est vrai que la question que vous posez, comment fait-on un accord mets vins dans un menu dégustation? C'est vrai que ça peut poser un problème. Que se passe-t-il et comment arriver à aborder ce sujet avec le client? Même un menu surprise, par exemple, je sais pas, je m'en dis un menu surprise, ça devient aussi là difficile de proposer ou de suggérer des vins au client qui ne connaît pas encore vraiment le menu. Donc là, on a d'autres questions qui se mettent en place. Et quelque part, j'aurais tendance à dire, si vous dites que quelque part vous cassez les codes, vous avez affranchi les codes, vous en reconstruisez d'autres en même temps. C'est ça, en fait. Derrière cette notion de naturalité ou cette idée qu'il n'y a pas de code, en fait, il y en a d'autres qui se mettent en place. Évidemment, oui, bien sûr. Qui sont les codes, en particulier d'une société individualiste, d'une société hygiéniste en ce qui concerne les allergies, etc. Parce que vous connaissez tous ce superbe dessin façon new-yorkais, quel est l'auteur, un dessinateur américain, qui parle de The Last Thanksgiving, le dernier Thanksgiving. Autour de la table, il n'y a plus de dinde, et chaque personne a un petit nuage au-dessus de la tête, et il y en a un qui est allergique au gluten, un qui est cachère, etc. Et donc personne ne peut plus partager le repas. Voilà, on en arrive à l'atomisation générale. Ça, c'est une vision pessimiste, parce qu'on le voit bien par les événements récents qu'il y a des formes de collectivité, mais enfin, vous êtes complètement adapté à cette société-là aussi. Ben oui, encore une fois, on propose un menu où on s'occupe des gens, donc on est contraint de s'adapter aux interdits de chacun. Donc ça se passe plus ou moins bien. En gros, on fait 55 couverts, nous, par service, sur 45 places assises. Ça se passe plus ou moins bien, quoi, les interdits. Ce qui revient, évidemment, c'est les sans viande, les sans gluten, les véganes, les végétariens, les sans agneau, sans huître, sans abats, ça c'est évident. Les sans viande rouge, les sans escargot, il y en a à tous les services, mais c'est difficile, mais ça fait partie du jeu. Encore une fois, sinon il faut faire une carte, quoi, et les gens choisissent, quoi. Donc on peut pas. Pour revenir sur l'accord mets vins, moi je suis pas.
je suis pas hyper à l'aise là-dessus parce que enfin, moi je m'occupe je fais la sommellerie aussi, enfin je suis épaulé par mon équipe, mais je m'occupe de la sélection des vins pour les 3 restaurants, enfin, les 2 restaurants, Septime et Clamato. Je suis pas hyper à l'aise avec le pairing parce que j'aime pas trop ça moi. On l'a fait au bout de 2 ans et demi, parce que c'est quelque chose d'hyper compliqué, complètement subjectif et pour le coup, on réimpose quelque chose alors que vraiment on voulait le truc comme un espace de liberté, donc c'était pas vraiment le propos. Il y a une vraie demande par rapport à ça, et puis ça a amené au bout de 2 ans d'existence, qui est rien entre parenthèses, mais au bout de 2 ans d'existence, un petit sursaut en salle, quoi, un petit truc nouveau. Qui a flatté les égos des sommeliers, qui permettait de jouer un petit peu aussi, et d'avoir un écho à la carte blanche sur la construction. Donc on essaie toujours d'avoir un blanc acide, tranchant, une macération, les vins oranges, les blancs vinifiés comme des rouges, une bulle. Voilà, essayer de développer, de montrer un petit peu un panel comme ça des vins qu'on peut avoir. Je suis pas... J'aime pas trop ça, moi, au restaurant, je prends jamais le pairing, quoi. J'aime bien choisir les vins. Je trouve ça chouette quand il y a un vin qui va peut-être pas très bien avec le plat d'avant, mais qui va à merveille avec celui d'après, et puis d'avoir cette bouteille qui vit, qui évolue sur la table. Moi, voilà, c'est personnel, et je préfère ça. En effet, ouais, ça demande beaucoup d'organisation dans le service de faire le pairing. Donc, c'est des petits verres de vin, c'est des demi-verres de vin sur 7 plats, ça fait 3 verres et demi, donc c'est pas... En même temps, ça va dans le sens de l'évolution générale. L'idée de commander le vin au verre, qui nous vient entre autres des États-Unis, du monde anglo-saxon. L'individualisation, donc, je veux dire, la bouteille qu'on partage, là, c'est comme maintenant avec le sans gluten, etc. Pourquoi on partagerait la bouteille? Donc, on est vraiment dans une société qui tendrait vers l'atomisation. Chacun fait son choix. Et par ailleurs, je maintiens quand même que dans le choix du menu, alors, faut-il dire obligatoire ou quoi que ce soit, en tous les cas du menu unique, il y a une dimension économique qui pourrait suffire. On voit très bien l'intérêt économique, et moi, je crois qu'il faut le respecter, surtout si ça permet de serrer les prix. Il faut quand même être clair. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, là. Où on aura l'argent du beurre en payant avec un 0 de plus. Mais il y a quand même, je maintiens une dimension culturelle, c'est-à-dire que la prise du pouvoir par les cuisines est quand même absolue, ou du moins pourrait l'être, puisque même dans le choix de l'accord des vins, vous suggérez. Parce que sinon, il y a l'idée qu'en effet, si on ne sait pas exactement à quel plat on a affaire, comment est-ce qu'on pourrait en plus suggérer. Donc, vous êtes quand même des sachants, vous êtes des gens qui avaient une expertise, et d'ailleurs, on vous suit. On vous suit. C'est vrai. Après, moi, oui, on est dans l'ambiguïté. Là, vous venez appuyer où c'est un petit peu la limite du truc. Mais c'est pas une critique. Non, j'entends bien. C'est un constat. Mais j'ai toujours, en voulant dépoussiérer, désacraliser là tout ça, moi j'ai toujours, me suis toujours battu pour qu'il n'y ait pas de sachant en salle, justement. Qu'il n'y ait pas ce sommelier tout puissant qui connaisse la science infuse des vins. Et la désacralisation passait aussi par ça. Par arrêter de boire des grands crus. Il peut y avoir des vins de pays merveilleux, il peut y avoir des choses. Et une espèce d'arrêter pas d'intellectualiser, mais de trop réfléchir et de trop demander et de trop vouloir idéaliser cet accord, et de laisser un petit peu part à l'immédiat, quoi, et à ce qui se passe, et à l'instinct. Donc, en salle, chez nous, il y a évidemment des rôles définis. Il y a évidemment Benoît qui s'occupe un petit peu plus du vin. Il y a évidemment 2 personnes au pass qui gèrent les relations avec la cuisine et qui sortent et qui débarrassent. Il y a évidemment une personne qui est plus dédiée aux commandes. Mais quand vous venez chez Septime pour la première fois, ou même 2 fois, ça on ne le voit pas forcément. Il n'y a pas de rang, tout le monde est habillé pareil. Il y a une espèce de... au départ, on voulait vraiment, en 2011, le service a évolué aujourd'hui, mais on voulait vraiment qu'il y ait... que tout le monde puisse parler de vin en salle, que tout le monde puisse parler des plats, que tout le monde puisse savoir que la volaille elle a été rôtie sur le coffre, sur la plancha pendant 2 heures, qu'il y a un truc complètement, voilà, où il n'y aurait que des sachants, peut-être. Oui, voilà. Plutôt que personne ne sait, où il n'y aurait que des sachants. On en a parlé hier, d'ailleurs, c'est la fameuse évolution entre le guide Michelin, qui est quand même l'Église catholique, avec des prêtres anonymes, incorruptibles, qui savent, et puis j'allais dire TripAdvisor, etc., c'est-à-dire libéral-libertaire. Non, mais je prends l'extrême. Et on classe en fonction de la démocratie, le suffrage universel. Il peut y avoir des solutions intermédiaires. Et le fooding, vous avez raison, mais
Mais c'était pour nous, je sais plus quand est-ce qu'on l'a eu l'étoile, mais une tellement grande gratification. On se faisait interviewer, les gens nous disaient mais l'étoile, vous allez la refuser, vous allez la rendre. Vous rigolez ou quoi? Ouais. On a eu une étoile, bien sûr. au Michelin. On est rue de Charonne dans le 11e et on sert en Nike et on a eu une étoile au Michelin. On était hyper fiers justement. L'équipe était hyper fière. Il fallait évidemment la gagner. Et évidemment qu'avec Bertrand, on en avait déjà parlé, c'était mettre aussi le Michelin au pied du mur. Il avait eu une étoile auparavant à l'Agapé dans le 17e, dans un cadre beaucoup plus guindé, et plus habillé, plus classique. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Il fait mieux aujourd'hui. On est 8 ans après, il fait mieux. Et donc voilà, c'était un peu ça aussi l'enjeu. 2 mots, Kylian, sur les accords. Ce qui était marrant sur les accords. Oui. Ce qui était marrant sur les accords des Mets et des Vins, c'était de rappeler un petit peu le prisme historique de la table ronde et d'observer en dehors, naturellement, toutes les techniques et normalisations qu'on nous a offert depuis longue date sur les accords des Mets et des Vins, en dehors des 3 valeurs sur lesquelles il faut s'appuyer, c'est-à-dire le rapport au territoire, le rapport au prix du produit et le rapport au goût, avec toute la subjectivité du sujet. Ce qui est marrant, c'est d'observer que l'accord des Mets et des Vins a eu une variabilité depuis les années 50, par exemple. Dans l'époque des années 50, où Kurnonski et autres nous valorisaient des spécialités régionales, on nous valorisait comme accord le rapport au terroir. Alors que dans les années 70, alors qu'on était sur l'époque de la cuisine allégée, eh bien, quand j'observe les articles d'accords Mets et Vins de l'époque, on voit bien qu'on commençait vraiment à donner dans l'imaginaire du consommateur une relation entre plat léger et vin léger. Et puis, dans les années 80, époque de la décentralisation que je parlais tout à l'heure, où il y a à nouveau un rapport au terroir, on ramène une identité relationnelle entre terroir et du plat et terroir du vin. Dans les années 90, époque de la cuisine moléculaire et donc d'une lecture un petit peu technologique du culinaire, on nous amène un discours où si le plat est concentré, on va avoir un vin qui va être cryo-concentré. Si le plat a une certaine température, on va nous parler d'un vin thermorégulé. Donc c'est plus la discursivité. Et puis aujourd'hui, bien sûr, on est dans l'ère de la patrimonialisation. Donc Pascal Horry est un des piliers maintenant. Et on nous parle naturellement non plus de vins français, mais de vins qui viennent de territoires UNESCO. J'ai vu l'autre fois dans un restaurant un désaccord des Mets et des Vins qui était sur le réseau Vitour, c'est-à-dire sur des vins provenant uniquement des territoires classés au patrimoine de l'UNESCO. Donc on voit bien que le discours évolue, le discours qui souligne l'accord des Mets et des Vins, parce que au dehors d'être une notion technique, c'est avant tout une notion discursive, et le discours s'appuie aussi sur le contexte. Une dernière question. En disant que c'est la dernière, je théâtralise un peu. Voilà, ce sera celle-ci. Oui, voilà. Désolé pour les autres qui pourront poursuivre la discussion. Moi, ma question, ça s'adresse. Donc, je suis Jean-Yves Corvès, chef des travaux Anthony. Un peu plus fort. Ma question s'adresse à Théophile. L'évolution, on voit qu'il y a vraiment un virage qui a été pris. Donc, moi, j'ai 2 questions en fin de compte. Déjà, j'aurais voulu savoir votre politique de recrutement au niveau des élèves de restaurant, de service en salle. Et vous venez un peu de nous démontrer, avec le thème qu'on a développé pendant ces journées François Rabelais, qu'on est capable de recevoir en Nike et en tablier bleu. Voilà. Donc, c'est juste. J'ai compris la première, mais j'ai pas compris la deuxième. Juste une chose, c'est pour faire un petit peu l'avocat du diable. Aujourd'hui, on a une désertification des formations du service et commercialisation dans nos lycées, il faut le dire. C'est plus compliqué de recruter des élèves qui veulent faire du service plutôt que des élèves qui veulent faire de la cuisine. Vous inventez, de par votre entreprise, une nouvelle forme de service en salle, où là, vous actez plus sur ce que souhaite le client et réussir à répondre à la demande du client, plutôt que d'associer votre service avec des techniques un peu plus compliquées. Vous acceptez, et à la limite c'est même devenu une règle, les Nike, le port des baskets en salle avec le jean et juste le tablier. Pour nous, c'est une révolution. Vous pouvez comprendre ça, alors que nous, dans nos établissements, quand on recrute nos élèves, l'élève qui ne vient pas en tenue, il prend 2 heures de colle. Voilà. C'était juste un petit aparté. Et je voulais aussi savoir ce que vous pensez justement de cette évolution, et si, quelque part, on n'est pas un petit peu has-been. Voilà, merci. Ce sera la dernière réponse, oui. C'est long.
Alors, pour répondre à la première question, qui était le recrutement, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. On accepte tout le monde là. On recrute là, au cas où. Hein, on embauche tout le temps, en gros. Il y a très très peu de CV qui arrivent en salle. Quelques demandes de stagiaires, quelques demandes d'apprentis, mais en gros, très peu, en tout cas de personnel compétent qui se présente, quoi. Vraiment, vraiment très très peu. Hein. On pourrait croire qu'avec l'aura de Septime, il y a quelque chose. En cuisine, un peu plus. Mais si en cuisine, c'était un peu plus, c'est pas non plus des gens hyper compétents qui viennent se présenter. C'est souvent des premières ou des deuxièmes expériences. Donc, c'est vraiment... Donc, en gros, j'ai très peu d'entretiens. Enfin, très peu. Je vois peut-être en moyenne une personne que 2 semaines, un truc comme ça, quoi. Mais en ce moment, on embauche, par exemple. Je recrute activement. C'est bien hein, qu'ils viennent pas en Nike à l'école, hein, les élèves. Hein. Moi, je suis convaincu qu'il y a un âge pour tout. La formation. Alors là, je parle un petit peu. En fait, on était Bertrand, mon associé, c'est un copain, et on a bien avant ça, on habitait ensemble au moment où lui était à Ferrandi, au moment où il a commencé la cuisine. Heureusement qu'il prenait des soufflantes quand sa veste elle était pas repassée et heureusement que vous le faites encore. Enfin, il y a soufflante et soufflante, mais c'est important, quoi. Là, c'est un métier où c'est paraît un peu vieux jeu, mais c'est un métier où la rigueur, c'est essentiel, quoi. C'est des métiers quand même très difficiles. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on sert en Nike et que mes équipiers me tutoient dès le premier jour, etc., que ça demande moins de boulot, quoi. C'est vraiment, justement, faut avoir la jugeote pour pouvoir comprendre ça, quoi, pour pouvoir se dire que il y a vraiment le boulot où il faut être exemplaire, exigeant, connaître son briefing, savoir ce qu'il y a à la carte, tout comme dans tous les restaurants, pour pouvoir, voilà, encore une fois, pour faire du cool, ça demande pas moins de boulot, quoi, voire Théophile, plus en fait. Théophile, vous vous rendez compte que le Septime, pour la génération Y, que j'ai plutôt envie d'appeler génération télé, le Septime, c'est l'image même de la transmission, de la rigueur de la restauration à travers Louis de Funès. Pour nous, c'est Louis de Funès qui nous a appris à nous tenir dans cette tenue, nous tenir droit, d'avoir le nœud papillon parfaitement. Et là, de voir que vous détrônez carrément le symbole. Quoi. Mais c'est drôle, non? C'était ça qui était drôle, non, aussi, quand même. Oui, enfin, moi, mon deuxième symbole, c'était Florent Pagny dans le Loufia qui m'a appris le métier, dans la série télévision Le Loufia. C'est vrai que de voir ce qu'il est devenu, c'était aussi drôle, mais si tous détrônent, sur quel trône sera assis demain la restauration? Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je prends grand plaisir à aller dans les 3 étoiles. On est dans d'autres sphères que les nôtres, mais la dernière fois que j'ai été au Bristol et on a mangé une volaille en vessie, mais heureusement qu'il y avait des gens qui savaient faire ce qu'ils font. Nous, on sait pas faire ça. Enfin, faut l'apprendre, ça. Hein. Nous, on demande pas ça, on demande autre chose. Et puis, c'est à notre échelle de notre petit restaurant dans le 11e, quoi. On n'a pas la science infuse et on dit pas que ce qu'on fait, c'est juste. C'est juste une possibilité. Voilà. On peut faire ça aujourd'hui. On peut avoir une étoile Michelin. On peut proposer un service alternatif et être en Nike. Mais je dis absolument pas qu'il faut absolument faire ça. Hein. C'est pas... Bon, c'est juste une possibilité, ça sera une devise très 2015 sur laquelle on peut terminer. Merci. Non, en revanche, juste pour terminer, oui. c'est que ça évolue et que les derniers restaurants qui ouvrent à la mode, les journalistes qui en parlent, etc., voient évidemment, et nous on y assiste, enfin, on est dedans, c'est même pas on a envie de faire des sauces, on a envie de faire des jus, c'est le retour de la cuisine bourgeoise, quoi. C'est donc les écuyers elles sont pas loin, quoi. Surtout, non, il faut continuer cet apprentissage et savoir que nous on existe et parler de nous et dire, enfin pas de nous, mais savoir que c'est possible, c'est bien qu'ils le sachent, mais surtout, ne changez rien. Il faut reprendre. J'ai pas rencontré Monsieur Galasso, mais j'ai vu 2-3 de ses vidéos et de ses trucs, et c'est super, quoi. Il faut. Ah bon, je sais pas, oui. Mais bravo, quoi. Surtout, faut tenir bon, quoi. Il faut leur apprendre et c'est demain, c'est le futur.
je dis pas qu'on va avoir des petits chariots chez Septime et tout, mais c'est vrai, c'est le retour de la cuisine bourgeoise. On vous rassure du point de vue de l'histoire, Théophile, on ne retourne jamais à, mais d'évolution en évolution, c'est curieux parfois. Il y a quelque chose d'un goût de déjà vu, mais ce n'est jamais tout à fait la même chose. Et heureusement, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Heureusement, voilà. Exactement. Ouais. Donc que tout le monde se rassure, et je pense qu'il y aura de la place pour Septime, pour le Bristol et pour les routiers aussi. Oui, surtout, merci. Bien sûr. Merci.